populations sont dues à une partie sur ce qu'on appelle le phénomène de la nappe phréatique. Parce que depuis 1962, 40% de la consommation d'eau de la ville de Dakar venait de ce qu'on appelle la nappe de Thiaroye. Lorsque les populations, avec le phénomène, les populations ont commencé à venir s'installer au niveau de cette zone vers les années 64. Parce que le Sénégal a subi une longue période de sécheresse. Donc les populations sont venues des régions de l'intérieur pour venir maintenant s'installer à la périphérie de Dakar. Donc la périphérie de Dakar, c'est Pikine. Pikine et le reste de sa banlieue, où là où vous êtes venus, c'était juste des champs où souvent aussi on faisait de la culture maraîchère. Donc avec la sécheresse, donc tous les lacs, les marigots qui étaient là-bas se sont achevés et que les populations sont venues s'installer avec la spéculation foncière. Donc avec l'installation de ces populations, les maisons n'avaient que des fosses septiques parce qu'on n'avait pas prévu un système d'urbanisation ni un système d'assainissement. Donc avec l'installation de ces populations, avec les fosses septiques et la dessage de l'Obus, donc la nappe, c'est un peu, disons, l'eau n'était plus propre à la consommation. Parce que la nappe était complètement infectée. Donc en 1985, on a abandonné le pompage et que la nappe remontait chaque année de 50 cm. Donc au bout de 1985-1989, on a connu les premières inondations au niveau de Pikine. Et ça s'est exacerbé en 2005. C'est en 2005 qu'on a connu les plus fortes inondations donc, au niveau du département de Pikine. Voilà. Mais il y a d'autres aussi, d'autres phénomènes pour les inondations parce que ce n'est pas un milieu assaini, un milieu urbanisé. Donc les habitats sont spontanés et anarchiques. Donc il n'y a pas de système de canalisation, il n'y a pas aussi de système de drainage d'eau. Donc tous ces facteurs conjugués donc, constituent, d'après les diagnostics, bien sûr, ce qu'on appelle le phénomène des inondations. Est-ce que les populations se sont installées sauvagement aussi? Non, sauvagement, c'est trop dire. Parce que lorsque c'est l'être humain. L'être humain a besoin tout simplement d'un abri. Parce que même les animaux, le soir, quand ces animaux-là divaguent, le soir, les animaux cherchent un abri. Donc ça, c'est lié à l'être humain. Et du fait qu'il y avait environ 120 000 personnes qui quittaient les régions de l'intérieur pour venir à la périphérie de Dakar, donc la location, il y avait une certaine spéculation donc, de la location. Donc les individus voulaient s'installer donc, pour avoir les meilleures conditions de vie. Donc avec les spéculateurs fonciers, donc, ils ont occupé d'une manière anarchique donc, les terrains et l'habitat était devenu un habitat spontané et non structuré. Au niveau géographique de la ville de Pikine, c'est une cuvette, vous avez dit? C'est une cuvette, c'est la zone des Niayes, parce que c'est la zone des dunes de sable avant, parce qu'il y avait des pressions interdunaires et que, voilà, c'était des zones non édificantes, c'est-à-dire c'était des zones qui n'étaient pas habilitées donc, à l'habitat. Donc voilà, si on peut résumer ça, il y a un problème hydromorphologique donc de la zone. Et c'était impropre même à l'habitat. Et quels sont les moyens qui sont mis en place pour essayer d'entraîner
Non, les moyens sont multiples parce que il y a ce qu'on appelle les interventions immédiates, c'est-à-dire d'une manière spontanée, le pompage des eaux, et il y a un coût énorme, mais nous voulons aller vers des solutions durables en quoi faisant, parce qu'on a estimé qu'il faut restructurer les zones, il faut refaire des équipements d'assainissement, remettre la canalisation, et le coût pour la ville de Pékin s'élève environ à 350 milliards. Donc c'est un coût assez élevé, juste pour Pékin. Et la restructuration, ça va faire aussi l'objet d'un coût assez élevé, parce qu'il faut remembrer les quartiers, les requalifier, pour remettre un cadre de vie normal, où il y aura des routes, un système d'assainissement. Quelles sont les conséquences? Non, les conséquences sont multiples, parce que les conséquences, nous pouvons dire que ça constitue d'abord un drame social. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un problème de sécurité publique. Un drame social dans la mesure où que des milliers de familles ont quitté tout simplement les zones inondées. Alors que ces milliers de familles, les plus vulnérables, c'est des femmes et des enfants. Sont les premières victimes. Sont les premières victimes. Donc ça, c'est un drame social. L'autre drame, c'est en fait quoi? C'est la dégradation tout simplement des conditions de vie, donc de l'environnement. Je pourrais même dire un problème environnemental. En quoi faisant, par exemple, il y a l'insalubrité donc au niveau de ces zones inondées. Et il y a aussi un problème d'insécurité. Depuis 2005 environ, il y a plus de 50 000 personnes qui ont quitté donc, leur milieu. Les autres facteurs, c'est tout simplement la dislocation du tissu social et de l'organisation donc, de ces quartiers. Vous voyez, il y a des mosquées inondées, des lieux de culte qui sont inondés. Il y a même des infrastructures qui sont inondées, des postes de santé, des écoles, et ainsi de suite. Et beaucoup d'enfants aussi, parce que lorsqu'on parle du drame social, lorsqu'une école est inondée, ou bien ton quartier est inondé, les enfants sont les premières victimes parce qu'ils devaient aller à l'école, et beaucoup d'enfants ont abandonné l'école parce que dû au changement tout simplement de milieu ou d'autres conditions sociales. Et qu'en pensent les populations vu que ce sont les premières victimes de cette inondation? Non, les populations vivent dans le désarroi. Je peux dire que c'est le souffle qui peut. Qu'elles se révoltent? Souvent oui, parce que c'est normal, c'est dans des conditions dégradantes, dans des conditions inhumaines que des populations sont dans l'eau, parce qu'il y a, jusqu'au moment où on parle, donc des populations qui sont restées parce qu'ils ne savent pas où aller. Donc, comme on l'a dit, c'est juste un drame social, mais ces populations aussi restent dans la dignité. Et voilà, c'est aux autorités donc, de l'État, avec le concours de la communauté internationale, donc qu'on peut faire face donc, à cette situation. Est-ce qu'il y a un plan d'urbanisation de la ville qui est prévu? Non, au niveau de la commune d'arrondissement de Guédé-Tcharéko, oui, on a un plan d'urbanisme et nous sommes soutenus dans ce plan par une ONG suisse. On appelle oui, Urbanisme sans frontières. C'est l'ONG Urbanisme sans frontières, donc qui est en train de nous aider, de nous assister. On a commencé même à dérouler le premier plan, c'est-à-dire de faire le système d'information foncière, de faire des enquêtes sur la propriété des maisons et tout ça. On a défini le plan, le cadrage même donc de la commune, donc en vue du remembrement ou de la requalification donc, de ces quartiers. Et une des solutions, c'est de reloger les habitants? Donc, oui, l'État l'a commencé après la forte inondation de 2005.
donc de mettre un plan qu'on appelle le plan Jaxaay, de réinstaller donc les populations dans une autre zone. Plan Jaxaay, en quoi consiste-t-il? Non, non, c'est qu'après les fortes inondations de 2005, l'État a mis en place un plan qu'on appelle le plan Jaxaay, donc avec un investissement qui tourne dans l'ordre de 52 milliards. Jaxaay se trouve à 8 km de Pikine, dans une zone beaucoup plus élevée, parce que Jaxaay c'est l'aigle, et l'aigle est toujours en haut, donc au-dessus. C'est pour cela qu'on l'a appelé le plan Jaxaay. Donc, pour le moment, l'État a construit 2000 logements. Donc, 2000 logements actuellement, où il y a 2000 familles qui sont actuellement à Jaxaay. Et il prévoit d'en construire encore? Oui, parce que l'État du Sénégal a aussi un accord de partenariat donc avec la République de Chine en vue de construire 5000 logements. Donc, encore reloger les familles sinistrées, les familles victimes du phénomène des inondations. La situation actuelle est assez difficile, mais pour l'avenir, est-ce que vous êtes optimiste? Non, je suis optimiste parce que le phénomène a existé dans beaucoup de pays à travers le monde et même en Europe où il y avait des bidonvilles, etc. etc. Aujourd'hui, en Europe, vous ne voyez plus de bidonvilles. Il y a aussi des villes africaines comme Abidjan, où j'ai fait Abidjan pendant un certain temps. Maintenant, ils ont restructuré ces quartiers-là. Donc pourquoi pas au Sénégal, on ne puisse pas avoir l'espoir que d'ici peut-être une décennie, donc de prendre l'affaire à bras le corps et de régler définitivement le